Bonjour, bonnes gens. Voilà, je viens d'avoir fini la lecture de La condition humaine d'André Malraux. C'était un livre que j'avais eu envie de lire déjà il y a très longtemps et j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Or, ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme beaucoup de choses, ce livre, la lecture de ce livre, je la rapproche de notre époque actuelle. Et vous allez voir que ce qui est intéressant dans cette histoire, donc pour situer un peu, André Malraux décrit dans cette histoire, je pense que c'est un peu une fiction, mais inspirée d'événements historiques, c'est l'histoire du massacre des troupes communistes par les troupes nationalistes chinoises en 1927 à Shanghai. Les troupes de Chiang Kai-shek, notamment, assistées par les triades du coin, avait décidé, en 1927, c'est l'époque de la grande scission justement entre le Kuomintang, le parti nationaliste chinois, et les partis communistes chinois. À ce moment-là, la révolution qui était donc obtenue avec la chute du gouvernement mandchou, de l'empire mandchou, passe à une lutte euh, fratricide, une lutte à mort entre les nationalistes et les communistes. Donc une guerre civile qui va durer plus de 20 ans. Et c'est ce massacre qui, entre autres, donne le signal d'alerte pour cette guerre civile. Malraux décrit la situation de militants communistes qui se font arrêter suite à une tentative d'attentat contre Chiang Kai-shek. Je suis désolé, je sais pas, j'ai un horrible accent chinois. Hein. Et ils vont être massacrés. Et il y a le dialogue entre un de ces militants qui s'appelle Kyo, en fait Kyoshi, c'est un métis, mi-chinois, mi-japonais, et son père s'appelle Gisor dans le bouquin. Et Gisor est un peu un vieux sage. Voilà, qu'il y a un dialogue à ce moment-là. C'est à un moment où il rencontre un personnage qui fait partie des ennemis des communistes. C'est un des représentants de l'industrie française à ce moment-là à Shanghai, qui s'appelle Féral. Et il y a un dialogue entre Gisors, donc le vieux sage, et ce Féral. Et Gisors lui dit: il est très rare qu'un homme puisse supporter, comment dirais-je, sa condition d'homme. Il pensa à l'une des idées de Kyo, donc son fils Kyoshi. Tout ce pourquoi les hommes acceptent de se faire tuer au-delà de l'intérêt tend plus ou moins confusément à justifier cette condition en la fondant en dignité. Christianisme pour l'esclavage, nation pour le citoyen, communisme pour l'ouvrier. Ensuite, plus loin, il dit euh, je vais sauter un peu les passages. Peut-être l'amour est-il surtout le moyen qu'emploie l'occidental pour s'affranchir de sa condition d'homme. Et puis, voilà. Les hommes sont peut-être indifférents au pouvoir, en parlant d'hommes de pouvoir. C'est ce qui les fascine dans cette idée, voyez-vous,
ce n'est pas le pouvoir réel, c'est l'illusion du bon plaisir. Le pouvoir du roi, c'est de gouverner, n'est-ce pas? Mais l'homme n'a pas envie de gouverner, il a envie de contraindre, vous l'avez dit, d'être plus qu'homme dans un monde d'hommes. Échapper à la condition humaine, vous disais-je, non pas puissant, tout puissant. La maladie chimérique dont la volonté de puissance n'est que la justification intellectuelle, c'est la volonté de déité. Tout homme rêve d'être Dieu. Et plus loin, elle dit, un Dieu peut posséder, euh, mais il ne peut conquérir. L'idéal d'un Dieu, n'est-ce pas, c'est de devenir homme, en sachant qu'il retrouvera sa puissance. Il fait référence, par exemple, aux conquêtes de Jupiter, Zeus, hein, et le rêve de l'homme de devenir Dieu sans perdre sa personnalité. Alors, en fait, ce qui fait écho avec notre époque bien triste, c'est que j'ai l'impression que actuellement, nous avons affaire à une nouvelle forme de revendication pour tenter de s'échapper de sa condition. Suite à la condition donc des chrétiens, qui étaient la plupart du temps des hommes non libres dans l'Empire romain, donc cette revendication de s'échapper de cette condition par l'espoir de la résurrection ou l'eschatologie, soit après par le marxisme, cette volonté de s'échapper de sa condition d'ouvrier par le marxisme, le communisme, c'est-à-dire l'internationalisme ouvrier, mais finalement, ces conditions ne sont que magnifiées. Actuellement, nous sommes dans une phase où l'être humain, disons certaines personnes, pensent qu'on peut s'échapper de sa condition d'être humain, de mortel, par une forme de transhumanisme, par exemple. Et ce sont ces personnes-là qui sont les fervents défenseurs d'une idée, d'une thèse, comme quoi il suffirait de prolonger notre connexion avec une espèce de monde complètement digitalisé, comme une espèce de cordon ombilical auquel nous sommes complètement liés, avec tout un tas de données donc, auxquelles on a accès, mais qui nous surveillent complètement aussi, avec une surveillance généralisée, qui serait disons, le point d'orgue de cette continuité, de cette volonté de prolonger sa vie jusqu'au point de se faire implanter, par exemple, des microprocesseurs dans le cerveau, pourquoi pas, ou des organes, de façon à presque ad vitam aeternam. C'est un rêve, mais c'est un rêve prométhéen, c'est un rêve justement de se prendre pour Dieu. Et je pense que ce rêve va finir par se retourner contre, c'est une chimère, ça va finir par se retourner contre ceux qui qui préconisent cette sorte d'évolution. Nous voyons actuellement, à travers la crise que nous vivons, des dirigeants qui s'érigent contre le vivant. C'est-à-dire qui nous disent que finalement, pendant des millions d'années, si on a vécu avec des virus et des bactéries et des micro-organismes de toutes sortes et que nous avons évolué avec, aujourd'hui, il faudrait s'en défaire pour revenir au principe pastorien, considérer que tout micro-organisme étranger est une espèce d'intrus dans notre organisme et le combattre jusqu'à l'éradiquer de façon définitive. Mais est-ce que nous ne sommes pas en face d'une chimère aussi? Et j'ai l'impression que ce combat est perdu d'avance. Et que c'est de toute façon, ce que dit Gisors en gros, c'est que c'est une illusion. Et que nous ne pouvons pas nous échapper de notre condition humaine. À la fin, son fils meurt. Et finalement, j'ai l'impression que Malraux était en train de nous dire que qu'est-ce qu'il faut préférer, mourir pour des idées qui sont des illusions, qui sont des utopies, parce que le communisme promettait de se débarrasser de l'avidité des gens et de leur égoïsme,
l'homme étant ce qu'il est, je ne vois pas comment on peut s'en débarrasser. Le christianisme promet de se débarrasser de notre mortalité par une résurrection, mais n'est-ce pas là aussi une illusion? Donc, finalement, nous ne pouvons pas nous échapper à notre condition humaine, sauf par l'acceptation, finalement. Donc, d'ailleurs, à la fin, Gisors adopte une position très bouddhiste, finalement. C'est-à-dire qu'est-ce qui est justement l'arrêt de la souffrance, puisque Gisors se confronte toujours à cette idée de la souffrance humaine. L'arrêt de la souffrance, c'est de ne plus penser de cette souffrance, de ne plus penser de son conscient, et de penser du tréfonds de soi. C'est ce que préconisent les bouddhistes. Or, justement, accepter le sort tel que l'état des choses tel qu'il est, c'est une position qui était préconisée par les stoïciens. Ensuite, je vois dans notre époque un autre élément qui est l'élément impérialiste. Nous avons combattu pendant des décennies dans un monde bipolaire, et puis à la fin du bloc soviétique, finalement, on a pensé qu'on était dans un monde multipolaire. Oui, mais à Paris-Centre, complètement déséquilibré. Et en fait, nous avons un monde plutôt unipolaire, avec des gens qui sont impérialistes, qui étaient avant plutôt défenseurs du camp occidental, et qui sont maintenant défenseurs de l'idée de l'économie de marché, et qui sont mondialistes. Mais ça, je pense que c'est un empire qui va s'écrouler aussi. Et nous sommes à une phase charnière de cette histoire. C'est là où je rejoins l'opinion de Michel Onfray par rapport à ça. C'est que nous ne nous rendons pas compte, comme le disait Paul Valéry, que nous, civilisation, nous sommes en train de mourir. Et cette civilisation-là est en train de mourir, tout simplement parce qu'elle arrive aux limites de sa propre expansion. L'expansion n'est plus géographique, mais l'expansion est en termes de coût d'énergie. Or, cette énergie n'est pas inextinguible. Et les ressources sur cette planète ne sont pas inextinguibles. Donc, nous allons de façon inéluctable vers non seulement une décadence, mais la décadence, on y est déjà entré depuis un certain moment, à mon avis, mais nous allons devant une sénescence. Et ceux qui croient, ou qui font croire que la nouvelle révolution industrielle, le fameux Great Reset, ce sera la révolution industrielle 4.0, le monde complètement biotechnologisé et le monde complètement digitalisé, à mon avis, sont en train de vendre de la poudre de perlimpinpin, un miroir aux alouettes, parce que ça n'arrivera pas. Cette révolution technologique n'arrivera que pour certains privilégiés. Plus vous complexifiez la technologie, plus elle est énergivore. Or, nous n'avons plus les moyens d'assumer de l'énergie pour tout le monde. Je pense que l'espèce humaine survivra à ça. Par contre, l'idée qu'on a de cette civilisation actuelle, en tout cas, ne pourra pas se maintenir, et cette civilisation sera appelée à moyen ou long terme, à terme, à disparaître. Voilà, c'est des messages qui sont très optimistes. C'est pas optimiste, c'est pas pessimiste, c'est comme le dit Onfray, et c'est comme Camus le disait, c'est tragique. C'est simplement tragique. Mais cette idée de toute puissance, qui vient de Nietzsche, la volonté de toute puissance, c'est une illusion. Et c'est ce que Malraux dénonçait dans son livre. Et je rejoins là, à travers la lecture de ce livre, une opinion ou un constat que je suis en train de faire par rapport à la situation actuelle. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'espère en tout cas que cette petite intervention vous aura intéressé, parce que c'est une réflexion que j'espère en profondeur sur notre société. Et on va voir ce qui va arriver, mais je pense que ce monde est en déliquescence. Et l'Empire s'est morcelé. Non pas par l'invasion des barbares, ça c'est aussi une autre illusion qu'on nous a vendue pendant l'époque nationaliste au XIXe siècle, mais surtout, ça par exemple je fais référence à des historiens actuellement qui se sont penchés sur la question, des archéologues,
qui se sont penchés sur la question. Euh, mais en fait, c'est plutôt le fait que euh, on n'a plus l'intérêt de travailler pour l'Empire quand quand, quand on, quand on voit que l'Empire se détache de nous et que cette gestion de l'Empire, la capitale est loin et finalement ces élites sont de plus en plus détachées des préoccupations de la plupart des gens. Donc il n'y a plus d'intérêt à soutenir cet empire. Et c'est comme ça que l'Empire romain s'est écoulé. Les Bretons ont commencé par dire vous débrouillez-vous à Rome avec vos impôts, etc. Nous, on ne paye plus rien et on s'occupe de nos oignons. Et c'est comme ça que ça, petit à petit, l'Empire romain s'est effondré. Eh bien, je pense que l'Empire actuel est en train de s'effondrer. Voilà. Alors, pensez toujours à ça. C'est ce que le message du prisonnier. Vous êtes libre. Il ne tient qu'à vous de la prendre, cette liberté, et de l'assumer. Bonjour chez vous.